Bonjour à tous, dans ce nouveau petit épisode, on va parler de la famille de la matière plastique la plus produite au monde derrière les polyoléfines, à savoir les chloropolymères, dont le principal représentant vous est familier puisqu'il s'agit du fameux PVC. Sans surprise, l'appellation chloropolymère implique la présence d'atomes de chlore dans la composition de ces polymères. La présence de ces atomes va avoir plusieurs effets notables en comparaison des polyoléfines qu'on présentera essentiellement dans le cas du PVC, simplement parce qu'il représente à lui seul sous ses diverses formes la quasi-totalité des 45 millions de tonnes de chloropolymères produits annuellement, soit environ 13% de la production mondiale de matière plastique à comparer aux 50% des polyoléfines. Pour donner un ordre d'idée de la place du PVC, un autre chloropolymère bien connu, le néoprène, non commercial du polychloroprène, avec pas moins de 350 000 tonnes par an, ne représente qu'environ 0,8% de la production mondiale de chloropolymères, autant dire pas grand-chose. Mais à ces généralités, entrons dans le vif du sujet et parlons de ces polymères au cas par cas. Et bien évidemment, on commence par le polychlorure de vinyle, ou PVC, identifié par le numéro 3. Il résulte de la polymérisation du chlorure de vinyle, un gaz qui a beaucoup servi par le passé, mais qui se retrouve aujourd'hui cantonné à la production du PVC à cause de son extrême dangerosité. Ce gaz est produit en faisant réagir dans des conditions particulières de l'éthylène avec du chlore, lui-même issu du sel de mer, ce qui fait du PVC un polymère à 57% d'origine minérale, alors que les autres sont essentiellement issus du pétrole. Je parle bien là de la composition de la chaîne polymère, et pas de la matière plastique finale avec ses charges minérales comme la craie. L'unité monomère qui en résulte est extrêmement simple, il s'agit bêtement d'un polyéthylène où un des 4 atomes d'hydrogène est remplacé par un atome de chlore. Ce petit changement modifie drastiquement le produit final par rapport aux polyoléfines. Déjà, on a une quasi-impossibilité de mise en œuvre. Le PVC pur est presque impossible à travailler. Ça a déjà été évoqué dans l'épisode consacré à l'histoire des matières plastiques, mais entre la première observation du PVC par Henri Victor Regnault et sa première industrialisation par Waldo Simon, il se sera écoulé presque un siècle et il ne sera obtenu qu'après de longues années de travaux. En cause, la forte électronégativité de l'atome de chlore, qui assure une très forte liaison entre les chaînes, puisque le chlore se lie bien avec lui-même. Combiné à l'importante masse atomique du chlore, il en résulte un polymère plus dense que la majorité. Ces intenses liaisons peuvent paraître intéressantes, puisqu'on se retrouve avec un polymère extrêmement rigide, dont le module dépasse clairement les 3 gigapascales, mais il est aussi extrêmement fragile et friable, surtout à basse température, vers 0°C. Pour contrer ça, il est nécessaire de réaliser, comme Waldo Simon le découvrit, une gélification du PVC, par ajout d'adjuvants que l'on a déjà évoqués, notamment des plastifiants, pour réduire les interactions entre chaînes et assouplir un peu ou beaucoup le matériau en le rendant moins fragile et moins friable, des stabilisants, car sa polymérisation dégaze du chlorure d'hydrogène HCl qu'il faut absorber et éliminer du produit final, et des lubrifiants pour éviter d'une qu'il ne colle aux parois des moyens de mise en œuvre, et de deux pour limiter l'échauffement dû au frottement interne du polymère lorsqu'il est travaillé. Cette gélification change le PVC du tout au tout, en faisant au final l'un des polymères les plus faciles à travailler qui existent, ce qui, cumulé avec le faible prix du sel, en fait un polymère de grande consommation pas très coûteux, il est même moins cher que du polypropylène. Malgré les très importantes interactions entre chaînes, c'est un polymère amorphe, car les atomes de chlore sont gros, plus de 60 fois plus volumineux que les atomes d'hydrogène. Il génère donc beaucoup d'encombrements stériques. S'il devrait en principe être transparent car amorphe, il l'est rarement à cause de tous les additifs nécessaires pour pouvoir le travailler, ainsi que des normes qui, selon les pays, imposent des couleurs précises pour des applications données. Grâce au chlore, le PVC et les autres chloropolymères sont pour l'essentiel auto-extinguibles, tant qu'il n'y a pas trop d'adjuvants dans la composition. C'est aussi un point qu'on a déjà évoqué, mais le chlore étant un halogène, c'est un poison à flamme. Or, quand du PVC brûle, il dégaze du chlorure d'hydrogène, d'où son auto-extinguibilité. C'est ce chlorure d'hydrogène qui explique d'ailleurs l'odeur âcre particulière du PVC qui brûle. Chose à éviter, de renifler du PVC qui brûle, pour vos poumons. En contrepartie, ils sont très peu stables à haute température et dégazent rapidement, le chlore réagissant très facilement avec l'hydrogène pour former du HCl, d'où, encore une fois, le besoin de stabilisants dans la formulation. Et le chlore leur donne aussi une excellente tenue chimique, sauf à la majorité des composés organochlorés comme le chloroforme à cause justement de l'affinité chimique du chlore avec lui-même. Le PVC, au même titre que le polyéthylène, existe en plusieurs variantes. La première, la plus basique, est le PVC rigide, ou PVCR.
Relativement dense comparé au polyoléfine, c'est un PVC avec juste ce qu'il faut de plastifiant pour permettre la mise en œuvre, sans trop altérer sa rigidité. Son module, supérieur à celui des polyoléfines, est de l'ordre de 3 gigapascales, et sa résistance en traction de l'ordre de 45 A. Étant peu plastifié, il ne tient pas aux températures négatives où il est fragile, et si de base il ne tient pas non plus à chaud à cause de la réactivité du chlore, il tient un peu mieux avec des stabilisants, mais il reste un matériau plutôt dédié aux utilisations à température ambiante. En plus de son excellente ouvrabilité une fois gélifié et de son auto-extinguibilité et de sa très bonne tenue chimique évoquée avant, c'est un polymère très résistant à l'abrasion et un très bon isolant électrique. Et à côté de sa fragilité globale aggravée à basse température, ainsi que le dégazage chloré à chaud, il tient mal aux UV. Il sert massivement dans le BTP, essentiellement pour les tubes et les raccords en PVC, c'est un des cas où sa couleur est normalisée, que ce soit pour l'adduction d'eau ou les évacuations, ce qui représente plus de la moitié de la consommation mondiale de PVC. Leur durée de vie sous terre est estimée à plus de 50 ans. On l'utilise aussi sous forme de profilés, comme les goulottes de câbles, les stores de volets roulants ou les gouttières, et fut un temps pour des bouteilles en plastique, entre les années 60 et les années 90, avant d'être remplacé par le PET pour des raisons sanitaires, environnementales et gustatives. Vient ensuite le PVC souple, ou PVCP pour plastifier, contenant des taux importants de plastifiant, parfois jusqu'à 60% en masse. Il en résulte des matériaux d'autant moins denses, moins rigides et moins résistants que ce taux est important. Par contre, les plastifiants faisant passer la température de transition vitreuse sous les 0 degrés, on se retrouve avec un matériau utilisable à froid, jusqu'à moins 60 degrés, mais leur tenue à haute température se dégrade un peu pour flirter avec les 50 degrés seulement. Pour le reste, le PVCP est un peu à l'opposé du PVCR. Encore plus facile à travailler, il perd son auto-extinguibilité à cause du trop fort taux de plastifiant. Il est aussi moins résistant chimiquement et à l'abrasion, mais tient excellemment bien au choc même à froid. A noter qu'à cause des plastifiants, il est généralement non alimentaire. 82% des plastifiants du PVC sont des phtalates ou des téréphthalates comme le DOP, ou dioctylphtalate, reconnaissables à sa tête de poupe. On va les retrouver avant tout pour fabriquer les gaines des câbles électriques, mais aussi des tuyaux souples comme les tuyaux d'arrosage ou ceux du médical, pour des gants jetables dits vinyles, même si on lui préfère le latex ou le nitrile, sous forme textile comme les nappes imperméables, les rideaux de douche, du simili-cuir aussi bien pour les accessoires comme les sacs que dans l'automobile, ainsi que pour des objets gonflables, des revêtements de sol improprement appelés linoléum, ou encore des pochettes plastiques et des couvertures de livres. En utilisant des chaînes de PVC à ultra haut poids moléculaire, le PVCP devient un élastomère thermoplastique, ou TPE, qu'on a déjà évoqué. De densité équivalente au PVCP classique, il est moins rigide, mais de résistance équivalente. On l'utilisera pour les mêmes applications, mais où une meilleure flexibilité est requise. Vient ensuite le PVCC, le polychlorure de vinyle surchloré, obtenu en mettant du PVC sous UV ou à chaud en présence de chlore gazeux. Le chlore va réagir et se greffer sur le PVC en remplacement d'atomes d'hydrogène, de telle manière que l'on a statistiquement plus d'un et moins de 2 atomes de chlore par unité monomère, faisant passer le taux de chlore à des valeurs comprises entre 63 et 69% en masse. Forcément un peu plus dense car surchloré, il est aussi rigide que du PVCR et pas bien plus résistant. Son intérêt réside dans sa tenue chimique améliorée et sa tenue à haute température qui augmente avec le taux de chlore et peut atteindre les 100 degrés Celsius. Il est aussi plus difficile à travailler et plus fragile que le PVCR avant gélification, mais après gélification c'est similaire. On va le retrouver essentiellement en remplacement du cuivre pour les conduites d'eau chaude, offrant moins de pertes thermiques dans les habitations, et plus globalement pour les conduites de fluides chauds dans l'industrie, où sa tenue chimique est très appréciée. Il sert aussi à la confection de certains emballages plastiques stérilisables. En poussant un peu, on peut imaginer finir avec 2 atomes de chlore par unité monomère. C'est possible, mais pas par surchloration du PVC. Il faut polymériser, non pas du chlorure de vinyle, mais du 1,1-dichloroéthène, un liquide très volatile, très inflammable et très toxique, utilisé quasi exclusivement pour polymériser à cause de tout ça. Le résultat est du polychlorure de vinylidiène, ou PVDC, un polymère semi-cristallin grâce à la symétrie du chlore autour des chaînes. Forcément encore plus dense que le PVCR, il est beaucoup moins rigide et moins résistant, mais utilisable sur une gamme de températures un peu plus étendue. Souvent copolymérisé avec du PVC, c'est un matériau possédant une tenue chimique exceptionnelle, totalement imperméable à la vapeur, à la majorité des gaz, aux huiles, aux graisses et aux micro-organismes grâce à son état semi-cristallin, qui forme des barrières chlorées quasi impénétrables. En contrepartie, il est quand même 3 fois plus cher que le PVC rigide.
On va donc le retrouver avant tout pour la fabrication des blisters des plaquettes de médicaments, ainsi que pour des contenants de produits chimiques ou des films tirables, même si pour ça il a été massivement remplacé par le PEBDL, toujours à cause du chlore. Ce chloropolymère aussi est très peu produit par rapport au PVC, avec environ 800 000 tonnes par an, ce qui représente moins de 2% des chloropolymères. Le PVC n'est pas copolymérisé uniquement avec du PVDC. On peut citer par exemple le VCP, un copolymère PVC polypropylène avec 2 à 10% de polypro, dont l'acronyme est un des rares à ne pas commencer par un P pour éviter de le confondre avec les PVC plastifiés. L'ajout de polypropylène réduit le dégazage à chaud de chlore, ce qui facilite sa mise en œuvre. Il sert comme variante moins rigide du PVCR pour des récipients ou du matériel médical. Il existe aussi le PVCE, du PVC copolymérisé avec du polyéthylène, qui, on le rappelle, tient très bien à basse température. Il en résulte un PVC qui n'est pas fragile au gel, utilisé pour les profilés de volets, de portes et de fenêtres dans le BTP, ce qui évite de les faire éclater si vous les claquez durant une froide soirée d'hiver. On l'utilise aussi pour le mobilier de jardin bas de gamme. On a aussi le PVC ABS. Alors l'ABS est un polymère styrénique que nous verrons une prochaine fois, mais dont vous avez déjà dû entendre parler car il est bien connu pour sa très bonne tenue au choc. Il permet d'obtenir un PVC à la fois rigide et résistant au choc, mais avec une tenue chimique réduite. On retrouve ce copolymère pour les raccords en plastique comme ceux des tuyaux d'arrosage, pour des tuyaux rigides et diverses pièces d'électroménager ou de jardinage, combinant la résistance de l'ABS et le coût réduit du PVC. Un copolymère qui a fait chanter et danser des millions de personnes de par le monde, c'est le PVCA ou PVCAC, du PVC copolymérisé avec du polyacétate de vinyle. Ce matériau encore plus simple à mettre en œuvre, tenant mieux à la lumière mais moins à la chaleur que le PVC, servira après la Seconde Guerre mondiale à produire les fameux disques vinyles, les disques 33 tours dits micro-sillons, à coût réduit et à cadence augmentée, en remplacement des 78 tours faits de gomme laque qui tenaient moins dans le temps. Attention tout de même, les vinyles modernes, toujours en PVCAC, doivent être bien conservés en évitant le chaud à tout prix. Pour finir sur les copolymères du PVC, on peut noter le PVC PMMA, copolymérisé avec du polyméthacrylate de méthyle, plus connu sous l'appellation plexiglas, et qui donne un matériau opaque, brillant et résistant au choc à moindre coût, qui sert à la confection de profilés comme ceux des fenêtres de gamme supérieure grâce à leur beau rendu. Le seul autre chloropolymère notable, on en a parlé dans l'introduction, c'est le célèbre néoprène, marque déposée en 1931 par Dupont de Nemours pour le polychlorophrène de symbole Cr. Tout premier caoutchouc artificiel jamais créé, faiblement semi-cristallin, il est issu de la polymérisation radicalaire du chloroprène qui, comme le dichloroéthène, est un liquide hautement volatile, très inflammable et très nocif, utilisé quasi exclusivement pour la polymérisation. De structure équivalente au butadiène ou à l'isoprène du caoutchouc naturel, sa polymérisation forme des chaînes insaturées avec des doubles liaisons qui permettent sa réticulation en un caoutchouc. En comparaison avec les élastomères classiques, le produit est plus dense, de rigidité, de résistance et de tenue thermique équivalente, mais avec une tenue chimique au feu et dans le temps bien supérieure, perdant moins sa flexibilité. Sans surprise, avec ses meilleures performances vient un coût plus élevé d'environ 50% par rapport aux élastomères de base. On va le retrouver pour une pléthore d'applications nécessitant un caoutchouc performant, notamment pour des vêtements imperméables comme les combinaisons de plongée, les cuissardes de pêche, les bottes de pluie, certains leggings ou encore les gants des pumpkin suits des navettes spatiales américaines, ainsi que les pochettes d'ordinateurs portables ou de tablettes. Il est aussi employé pour des tuyaux comme ceux des lances à incendie ou pour des courroies de distribution. A noter pour les courroies qu'elles sont toujours renforcées soit par des filins ou des lamelles d'acier ou alors par des torons de fibres de verre ou de Kevlar, sinon sans ça, elles décolleraient à travers le capot au démarrage du moteur. Il sert aussi pour fabriquer des masques de protection ou ceux d'Halloween ou encore comme appareil d'appui des ponts qui permettent de compenser les mouvements des tabliers. Sous forme expansée, le polychlorophrène sert notamment à la fabrication en version haut de gamme des selles de vélo et des tapis de souris. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode, puisque les chloropolymères, vous l'avez vu, il n'y en a pas des tonnes. Mais bon, un format court de temps en temps, ça ne fait pas de mal. En espérant que vous ayez appris quelque chose durant cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.